matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Et je suis très heureuse aujourd'hui pour notre à la volée de recevoir Bruno Lecomte. Bonjour Bruno Lecomte. Oui, bonjour Clémence. Bruno Lecomte est éleveur de chèvres à la chèvrerie de Brabant, à la Bresse, représentant du collectif L113, et on va en parler, représentant de la carte prédation européenne, une carte qui parle notamment de l'attaque du loup. On va parler de tout ça. Mais aujourd'hui, avec Bruno Lecomte, on est là pour vous faire des révélations qu'il fait. Il est également lanceur d'alerte sur un projet inconnu, un projet terrible et qui est révélé par cet éleveur. Et c'est donc tout notre sujet aujourd'hui. Mais avant d'entamer ce sujet, je voudrais, Bruno Lecomte, qu'on comprenne un petit peu mieux qui vous êtes et votre travail d'éleveur. C'est simple, hein, je suis agriculteur, éleveur. Je ne suis pas spécialisé dans la financiarisation, je ne suis pas biologiste, mais ça n'empêche pas de s'intéresser sur plein de sujets. Mon boulot quotidien, il est simple, c'est éleveur de chèvres. On reçoit du monde à la ferme, on fait nos foins, on fait notre fabrication de fromage, on vend à la ferme. On reçoit du public, on est une ferme qu'on peut visiter. Et donc, régulièrement, on expose notre travail de tous les jours, notre sujet quotidien, le travail, les chèvres, les fromages. Et votre quotidien a commencé à changer le jour où le loup a commencé à attaquer jusqu'à chez vous, à 50 mètres de chez vous, les brebis aux alentours. Oui, effectivement, avant la présence du loup, moi, si on me parlait du loup, je ne connaissais pas. Et je ne voulais pas en parler tant qu'on ne connaissait pas le sujet, quoi. Et j'étais ni pour ni contre, parce que je n'en connaissais pas les conséquences. Oui. Et c'est à partir de 2011 qu'il y a eu des attaques de loups à côté de chez moi, que là, je me suis commencé à... Expliquez-nous déjà où vous habitez exactement, j'ai dit dans la Bresse, mais pour que ce soit plus clair pour le grand public. Donc la ferme, on a une cinquantaine de chèvres, on a 900 mètres d'altitude. Voilà, c'est un milieu paisible, magnifique aussi, c'est en montagne. On a plaisir à y travailler. Et le contexte, on est en montagne, le massif des Vosges. Le loup était que dans les Alpes, donc pour nous, il était loin. Et c'est à partir de 2011 qu'on a eu la première attaque à la Bresse, à Ventron, le village à côté. Et là, j'ai eu peur pour mes bêtes. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à rentrer nos chèvres toutes les nuits pour éviter d'avoir des attaques. Oui, parce que je crois que vous le racontez, vous avez vécu une forme de traumatisme. Vous êtes allé aider un de vos amis éleveurs à côté, un voisin, qui lui-même a été peut-être le premier ou l'un des premiers à être attaqué sur cette région. Et vous avez dû donc ramasser, désolé d'être un petit peu cru, mais ces cadavres de brebis. Oui. Et là, vous avez compris ce que c'était que le loup, finalement, pour vous, en tout cas, éleveur. Dans une période où on nous dit c'est très bien que le loup revienne en France, c'est le retour finalement de la vie sauvage, et la vie sauvage, il faut la respecter. Alors, comment vous percevez-vous justement tout ce débat sur le loup et cette volonté, vous qui êtes, rappelons-le tout de suite pour mettre tout le sujet sur la table, vous qui êtes justement un promoteur aussi de la biodiversité avec vos chèvres, vous faites de l'élevage en plein air, jusqu'à maintenant même elles étaient dehors en plein air la nuit, donc comment vous percevez tout ça? Déjà, en fait, ce qui est arrivé sur la financiarisation, c'est par le loup. Donc, on est obligé d'en parler un petit peu. Effectivement, dès les premières attaques, je me suis dit, il faut qu'on sache comment faire pour vivre avec les loups. Et j'étais dans les Alpes pour commencer à savoir comment ils vivent avec les loups depuis 20 ans. Vous y êtes rendu sur place? J'étais sur place et j'étais avec une caméra pour pouvoir ramener l'information. Parce que ce qui est dit est transformé. Et pour éviter de répéter systématiquement les mêmes choses, rien de tel qu'une caméra et mettre sur le film sur YouTube et puis que tout le monde comprenne ce qui se passe. J'ai compris vite le problème. Et je me suis dit, là, on est mal parti. Après, il a fallu comprendre comment il est revenu. Et après, il a fallu aussi comprendre pourquoi que l'État veut plus de loups. Voilà. Alors, on va reprendre chaque chose. Mais pour info, ce qui est quand même important de rappeler, je ne suis pas bêtement contre les loups. J'ai maintenant, c'est vrai, un parti pris, on va dire. Je suis convaincu parce qu'en fait, j'étais sur place, interviewer des biologistes, interviewer des historiens, interviewer des techniciens pour savoir si on pouvait cohabiter, comment ça se passait avant et tout. Et maintenant, c'est vrai, oui, j'ai un avis assez tranché. Mais je rappelle, je suis pour l'élevage plein air, je suis pour des produits de qualité, et je suis aussi pour la biodiversité, comme vous, comme tous les consommateurs qui sont, j'imagine, à la radio ou là, qui me regardent, tout le monde veut les mêmes choses. Et je me suis rendu compte qu'à cause des loups, on est en train de perdre nos élevages plein air, parce qu'on enferme les bêtes la nuit, c'est la meilleure des protections. On est en train de perdre nos produits de qualité. Quand on fait de l'élevage hors sol, on fait plus de bons produits. Bien sûr. Et on est en train de perdre aussi en biodiversité. J'ai fait venir un biologiste chez moi. Il a constaté qu'on avait 60 espèces végétales dans mes prés. Et ce même biologiste, il explique bien que si tu arrêtes, il n'y a plus de jonquilles, plus d'arnica, plus de gentianes. C'est remplacé par, au début, des ronces, après des genêts, puis après, c'est une forêt de sapins. Ça, c'est bien de le rappeler. En fait, l'élevage,
contrairement à ce qu'on pourrait entendre, participent grandement de la biodiversité. Et les chèvres, d'ailleurs, en particulier, puisqu'elles mangent les ronces et toutes ces plantes un peu de montagne, un peu dures. Voilà, l'élevage plein air. Oui. C'est vrai que l'élevage hors sol, nourri à l'ensilage de maïs, monoculture, là, il y a un impact négatif sur la biodiversité. Surtout qu'en plus, ces pauvres bêtes sont d'abord pas heureuses, première chose, et puis en plus bourrées d'antibiotiques, etc., pour pouvoir survivre dans une densité importante. Voilà, l'élevage. En fait, l'homme peut nuire à la nature, oui, mais parfois aussi l'homme peut aider à la nature. Et l'élevage plein air est un levier aussi pour favoriser la biodiversité. Oui, et ça me rappelle, on avait reçu comme ça, comment il s'appelle, Alexandre Jardin, l'écrivain, qui s'était révolté puisque dans son sud également, le travail des chèvres avait été interdit autour des villages, alors que jusqu'à maintenant, c'était traditionnel. Et finalement, la place poussait des espèces de ronces, etc., qui pouvaient provoquer également des incendies par la suite, le fait que tout ça se développe. Tandis qu'avant, il y avait une forme d'entretien naturel par l'animal, qui était un animal évidemment élevé par l'homme, mais tout ça se faisait l'élevage plein air est plein de vertus positives. Les produits de qualité, entretien justement, on les utilise comme pare-feu. Dans le sud, souvent on utilise des secteurs avec des animaux bien concentrés pour éviter la propagation des feux. Ça permet aussi, ça évite les avalanches, d'entretenir aussi. Il y a plein d'avantages aussi avec l'élevage plein air. D'accord. Donc, vous arrivez finalement, on refait un petit peu votre cheminement pour que nos auditeurs puissent avoir le même. D'un seul coup, vous dites, je comprends pas, moi je suis pour le plein air, je veux faire du plein air, je veux faire les choses bien, je devrais être encouragé, mais non, puisque finalement le loup m'empêche de faire cette chose, cette production en plein air et de respecter la biodiversité, même de l'aider. Et là, vous vous rendez compte que finalement, l'État ne souhaite pas aider les éleveurs face au loup. Oui. Pourquoi ? J'ai vraiment mis du temps à comprendre, parce que l'État nous trompe sur un chiffre du nombre de loups, pourquoi pas ? Mais quand on les met à l'évidence et qu'on voit qu'il y a une accumulation d'erreurs, voire plus que des erreurs, des mensonges, vous imaginez un exemple comme dans le sud. Vous parlez des chiffres de l'OFB, c'est bien ça ? Un exemple, il y a eu un louveteau qui a été trouvé par un chien, mort. Et même avec un louveteau trouvé par un chien qui est mort d'une mort naturelle, l'OFB ne veut pas reconnaître qu'il y a une meute. Ah oui, il y a un louveteau tout seul qui se promène. Incroyable. Oui. Le louveteau, il est né tout seul, il n'y a pas de frères et sœurs et pas de parents. Mais ça va plus loin que ça. Ça, c'est le déni de réalité, mais il y a aussi un encouragement. Voilà, c'est ça. Il y a une accumulation de choses qui m'a dit, mais il y a un autre truc, c'est pas possible. On nous ment sur le nombre de loups, sur les origines de ces loups, sur les analyses génétiques, sur meute ou pas. On nous ment aussi sur le rôle de l'agriculture dans la biodiversité, parce que l'élevage joue un rôle important et on veut le détruire. Et aujourd'hui, plus que jamais. L'État veut plus de loups. J'ai des interviews où on voit que l'OFB le dit. Ils veulent plus de loups. C'est l'OFB, c'est l'administration qui le disent. Ils veulent plus de loups. Et ils ne cherchent pas du tout même à aider l'agriculteur. Alors il y a quand même des subventions. Ils nous aident par des moyens de protection, oui, mais ils nous imposent des moyens de protection qu'on doit mettre en place et qui savent d'avance que ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Donc, on nous impose des clôtures de 90 cm ou 1m10 à 1m20, mais les loups, ils passent des clôtures d'1m80, 8 fils électriques. Il y a des clôtures d'1m80, 8 fils électriques posées par l'État, subventionnées par l'État, qui était une expérimentation. C'est une entreprise qui a posé ces clôtures. Et l'État s'est rendu compte que même avec ça, les loups, ils passent. J'ai été filmer des éleveurs qui ont 30 chiens de protection. Et les loups, ils attaquent quand même avec 30 chiens de protection. Donc, de nous imposer de mettre 2 chiens de protection, ils savent que même avec 30 chiens, ça ne marche pas. Ils nous imposent des choses qui ne marchent pas. Oui, et en fait, c'est très intéressant, vous expliquer. C'est la course à l'échalote de toujours plus. Puisque le loup, finalement, si vous mettez 2 chiens de protection et que l'autre n'en a pas, il ne viendra pas vous attaquer vous, mais il ira attaquer l'autre. Mais si tout le monde monte et que tout le monde a 2 chiens plus 2 chiens, donc 4 chiens, et puis après encore 2 de plus, c'est celui qui en aura toujours plus, qui ne sera pas attaqué, mais toujours au détriment de celui qui... Voilà. Et c'est une course à toujours plus de protection. Comme vous dites, celui qui aura un chien, il n'aura pas d'attaque, à condition que les autres n'aient pas de chien. Et quand tout le monde a mis un chien, c'est celui qui aura mis 3 chiens qui n'aura pas d'attaque. Si les autres, ils ont gardé qu'un chien. Et on peut monter comme ça très haut. Et c'est pour ça que quand on voit des reportages à la télé pour dire « ça marche bien, regardez, il n'y a pas d'attaque », oui, mais il faut voir le contexte. Qu'est-ce qu'ils ont les autres éleveurs à côté. Et qui, du coup, il y en a bien un qui est perdant dans l'histoire.
Voilà. Ou alors, si c'est pas un éleveur, c'est pourquoi la maison isolée, etc. Enfin... C'est pourquoi qu'en France, maintenant, on arrive à 12 500 animaux tués. Mm. Beaucoup de gens sont pour les loups, mais ils n'en connaissent pas le sujet. Ils ne connaissent même pas le nombre d'animaux qui sont tués en une année en France. Ils sont dire, oui, les loups, c'est bien. C'est 12 500 animaux tués par an, reconnus par l'administration. Évident, hein. Qui, d'ailleurs, il faut compter à peu près 20 à 30% des animaux qui ne sont pas retrouvés lors d'une attaque. Donc, en fait, les chiffres, c'est peut-être 15-16 000 animaux. Ça, c'est bien les attaques reconnues. Et on voit bien aussi, et c'est pour ça on peut parler très rapidement de la carte de prédation européenne. Oui, que vous avez beaucoup créée. de gens sont pour les loups. Et je voyais encore des gens ce matin là qui m'écrivaient mais il n'y a pas de loup chez moi. Mais en fait, elle ne sait même pas que dans son village, il y a eu des attaques de loups. Ça a été écrit dans les journaux, mais elle n'a pas regardé les journaux à ce moment-là. Et il y a des attaques de loups maintenant partout en France. À des coins que les gens ne penseraient pas, quoi. Mais il y a des loups maintenant qui attaquent. Vous avez créé cette carte, c'est une carte interactive. Vous avez fait un travail énorme en fait de récupération d'informations où on voit sur la carte de France où peut être présent le loup et quelles sont vos sources. Donc on voit les liens vers les articles, des photos quand il y a des photos, etc. Vous avez tous les éléments qui peuvent nous expliquer le plus précisément possible le nom et ça permet finalement de quantifier le loup en France et de le cibler, ce qui n'est absolument pas fait ou mal fait ou volontairement mal fait, on ne sait pas, en tout cas par l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. Effectivement, ils ont des cartes, en tout cas ils l'ont fait au début, où ils mettaient les attaques, les indices de présence et les meutes, tout ça sur la même carte. Mais en fait c'était trop parlant. Ce qui fait que maintenant, l'OFB donne de temps en temps des informations avec beaucoup de retard dans des documents qui faisaient 50 pages et qu'on recherche la photo des meutes de loups qui se retrouvent sur le quart d'une page des 50 pages. En fait, l'information, on peut la trouver, mais difficilement. Et il était essentiel de faire une carte qui rassemble les indices, qui rassemble les attaques et qui rassemble aussi les meutes de loups. Et tout ça est mis sur une carte. Et je vous assure, c'est vraiment impressionnant de voir les meutes, les attaques, les indices qu'il y a au niveau de la France, mais au niveau européen. C'est incroyable. Et là, au moins, on a un principe de réalité. Et alors, ce qui est intéressant, et on va arriver enfin au cœur du sujet, c'est pourquoi quel est le véritable objectif de l'État quand il finalement ne dit pas la vérité ou nie la vérité et même encourage l'arrivée de ce loup. Je rappelle qu'il y a une loi qui, donc, il est écrit noir sur blanc, que la France doit être réensauvagée de 10% de réensauvagement. Finalement, la France, l'État souhaite ensauvager son pays. Dit comme ça, pour on va dire, une personne lambda qui ne vit pas forcément à proximité des zones sauvages, justement, ça peut paraître assez louable. Qu'y a-t-il derrière, finalement, Bruno Lecomte, derrière ces annonces ? Cette loi sur laquelle vous parlez, c'est la loi qui fait suite à la loi de climat et résilience faite en 2021, et le décret d'application date de avril 2022, où cet article demande qu'il y ait 10% de la France qui doit être en gros réensauvagé. C'est pas dit comme ça. Oui, je vais vous lire l'article exactement. Prévoit que sur les 30% du territoire français terrestre et maritime couvert par les aires protégées, 10% soient sous statut de protection renforcée, dite de protection forte. Ça c'est la loi climat et résilience. Mais le décret d'application, c'est dit que une zone de protection forte est une zone où toute activité humaine détruisant en gros la biodiversité doit être supprimée de manière pérenne et définitive. D'accord. Et donc toute activité humaine, quoi. En gros, c'est du réensauvagement. C'est pas dit réensauvagement, mais la protection forte, c'est dit comme si c'était du réensauvagement. Bon, alors cette loi-là, elle est sortie en 2022. Il faut savoir que moi, j'ai déjà fait mes films en 2019 qui expliquaient l'intention des États européens, de l'Europe et de l'État français, qu'un jour ou l'autre, on arriverait à ces pourcentages de réensauvagement. Mais pourquoi c'est mal ? Parce que moi, franchement, vous me dites ça comme ça, je ne vous connais pas, Bruno Lecomte, je me dis, c'est très bien un peu de réensauvagement. On a justement, sauvons la planète. Moi, je suis très, très sensible à la nature. Je me dis, c'est enfin les papillons vont pouvoir papillonner. Mais je comprends. Mais les abeilles vont pouvoir butiner sans avoir ces horribles... En gros, c'est comme les éoliennes. C'est super, les éoliennes. Mais quand vous avez une éolienne qui arrive devant chez vous, parce qu'on ne veut pas les avoir ailleurs, on les met chez vous. C'est comme le TGV. Il faut bien un TGV, que vous allez dire. C'est super le TGV. Je suis venu d'ailleurs en TGV. Mais on n'aimerait pas avoir le TGV qui passe devant chez soi. Ce qui m'embête le plus, c'est que ces zones de réensauvagement,
ça va être chez moi, entre guillemets, dans les Vosges. C'est beaucoup dans les montagnes et tout ça. Et c'est dans les zones à faible potentiel agricole. Et moi, je n'ai pas envie de payer la pollution des autres. Que je fasse un effort pour éviter la pollution, pour éviter l'empreinte carbone ou l'empreinte sur la nature, personnellement, oui. Qu'on le gère à sa commune aussi, oui. Ou son département, oui. Mais moi, je vais payer la pollution des autres. Vous voulez dire que finalement, ce système de protection forte, là, donc ces zones qui seront très protégées, où finalement, et on mettra des images, on va voir, ça commence déjà autour de chez vous, on n'a plus le droit de marcher, il y a des panneaux partout, plus le droit de marcher, plus le droit de prendre une fleur, etc. Ce sont des systèmes comme un système de compensation, finalement. Voilà. On n'interdit pas la pollution, on la compense. Oui. C'est pour que d'autres puissent polluer. Il faut compenser. Et notamment pour que les entreprises puissent polluer. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et c'est ça. On a du mal, on ne peut pas arrêter la pollution, je comprends. Mais il faut qu'on puisse... On pourrait. On peut la diminuer. On peut choisir un élevage tel que le vôtre. Oui, mais on peut la diminuer, mais on ne va pas interdire... Sauf que ça ne va pas dans le sens de leur projet non plus, ça. On ne peut pas interdire les transports, on ne peut pas interdire une usine qui fait des voitures. Tout le monde a besoin d'une voiture quand même, électrique ou thermique, ce que vous voulez. Donc il y a toujours quand même de la pollution. Le problème, c'est que... on est en train de concentrer les compensations sur d'autres secteurs qui sont positifs pour la nature. C'est comme, vous allez voir, je crois, je vous ai envoyé des images pour qu'il y ait de la compensation en Afrique, un exemple. Vous êtes peut-être au courant qu'il y a des autochtones en Afrique. Pour faire de la compensation carbone, on est en train de les virer. Et de manière brutale. Sauvagement. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas partir, on brûle les villages. On les bat. Il y a des gens qui sont frappés pour qu'ils puissent partir. Vous les avez vues, ces images. Mais tout ça, c'est de la compensation. C'est la compensation là, derrière tout ça. Et moi, je me sens comme un autochtone sur ma montagne. Pardon, mais pour le dire vulgairement, on vire des personnes, mais c'est comme vous d'ailleurs, c'est la même histoire. Des personnes qui vivent de façon justement très adaptée à la nature, même en accompagnement de la nature, ou en conciliation avec la nature. Eh bien, c'est vous à qui on va faire payer. Voilà. Cette forme de compensation. C'est ceux qui font de l'élevage plein air, qui participent à la biodiversité, comme les autochtones qui sont en Afrique ou d'autres endroits. C'est les autochtones, c'est prouvé qu'ils entretiennent aussi cette biodiversité qu'on va foutre dehors, en fait. Donc, voulant compenser, on va encore plus détruire. Compenser, ouais, c'est ça. On détruit ces personnes-là, on détruit ces modes de vie-là, surtout. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que en voulant compenser, la rigueur, on pense à ce système de compensation maintenant qu'ils veulent le mettre partout, on va y revenir. Mais en plus, finalement, ils compensent, mais ils détruisent des manières de faire, des modes de vie. Vous parlez des autochtones, mais le vôtre aussi, tout ce qui est le plein air. Et on voit bien que de plus en plus, d'ailleurs, le plein air est de plus en plus rendu compliqué. Il y a l'attaque du loup, mais il y a aussi les soi-disant épidémies qui font qu'on est obligé à chaque fois, pendant 6 mois de l'année, d'enfermer toutes les volailles pour éviter ces épidémies. Enfin, ces principes de précaution poussés à outrance. Donc finalement, on arrive à un système où les modes de vie les plus proches de la nature et les plus en harmonie avec la nature sont interdits au nom de cette même nature. Oui, on pousse l'agriculture intensive et on détruit, on la perturbe, l'agriculture à faible potentiel agricole. On est tellement faible en nombre et en production, en part de production, que si nous on n'existe plus, les gens ne vont pas mourir de faim. Oui, ça c'est sûr. Par contre, c'est des produits de qualité qui sont faits. Ils vont mourir de maladies à cause de la mauvaise qualité. Peut-être, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas parce que les paysans en montagne qu'on va partir que les gens vont mourir de faim, parce qu'il y a tellement de production qui se fait en plaine qu'elle peut être compensée comme ça. Et voilà, c'est bien dommage. Et en plus, oui, effectivement, des fermes industrielles qui veulent se construire, et des fois, il y a quelques associations qui les contre un peu, mais vous pouvez faire une grosse porcherie, pas de souci. Par contre, des paysans qui veulent faire des cochons plein air ou faire boire de l'eau qu'il y a une petite rigole qui est à côté, mais il ne peut pas. Pourquoi ? Il ne peut pas. Parce que pour les normes, d'un point de vue administration, l'agriculture a plein d'administrations papier à faire, mais l'administration pour une grosse ferme
gêne moins qu'une petite ferme puis lui, il a pas avec une ou deux personnes qu'on doit faire des papiers d'où vient un animal, on vend un animal, mais pour vendre un petit cabri, il faut 5 pages, quoi. Une déclaration internet et tout le bazar pour un cabri qui vaut 20 balles, quoi. Ouais. Et étrangement, et en fait évidemment ce n'est pas étrange parce que l'objectif de cette émission c'est bien de montrer que tout ça est volontaire, mais étrangement pour continuer l'effet théâtral, il se trouve que ça tombe toujours sur les petits qui ont ce mode de vie ou ce mode d'élevage plein air et en conciliation avec la nature. Je vous propose qu'on écoute, ça va nous permettre de continuer d'avancer dans cette révélation finalement sur le projet, le véritable projet de l'État et même, on va aller plus loin, de l'ONU, de la Commission européenne, etc. D'écouter Christine Lagarde. Alors Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, qui était intervenue à côté d'Emmanuel Macron à l'ouverture du Congrès mondial de la nature de l'Union internationale de la conservation de la nature. Donc c'est beaucoup de grands noms, mais vous allez voir ce que nous annonce Christine Lagarde. C'était en septembre 2021. Écoutez ça. Nous dépendons de l'eau pour la boire, nous dépendons d'une bonne alimentation pour survivre. Mais tous ces atouts précieux sont souvent sous-évalués dans les évaluations économiques et souvent pas pris en compte du tout. Et pourtant, les preuves que nous apporte la recherche nous montrent clairement tous les jours que les secteurs économiques et financiers dépendent des ressources de la nature. Comment mesure-t-on tout cela? Avec des chiffres, avec des nombres. Dans le monde de la finance, vous savez, ce qui n'est pas compté, ce qui n'est pas mesuré, a tendance à être ignoré. Or, les dommages portés à nos écosystèmes, les pertes de diversité biologique, l'impact des gaz à effet de serre sont typiquement ce que les économistes appellent des externalités. Or, pour corriger ces externalités, nous devons faire en sorte que les décisions économiques internalisent justement les coûts et les dommages que nos sociétés font subir à la biodiversité. Alors c'est intéressant, c'est un petit peu complexe. Donc on va reprendre ce discours que vous avez écouté. C'est moi-même qui l'ai filmé. Voilà, il faut dire que vous nous avez envoyé énormément d'informations, de documents. Vous documentez tout votre travail depuis très longtemps. C'est pour ça que je dis que vous êtes un lanceur d'alerte. Tout ça est très très riche, très sourcé. Et cette vidéo, c'est vous qui l'avez prise. Donc d'ailleurs, on n'a pas de problème de droit d'auteur. Oui. Donc ce que dit Christine Lagarde, finalement, elle nous dit aujourd'hui les bienfaits de la nature, les atouts de la nature. Je redonne quelques-unes de ces paroles et puis je vous laisse commenter. Ne sont pas prises en compte puisque finalement la nature n'est pas chiffrée. Catastrophe. Donc elle dit il faut mesurer la nature avec des chiffres et, dit-elle, au nom finalement de la lutte pour la biodiversité et pour lutter contre l'empreinte négative de l'homme sur la biodiversité. Donc c'est au nom d'un objectif louable qu'on propose ici, clairement, devant Emmanuel Macron d'ailleurs, de chiffrer désormais la nature et de mettre en avant ses atouts, dit-elle, sous-évalués. Oui, c'est clair que ça paraît louable, ça paraît intéressant. C'est vrai qu'on a tous une empreinte écologique quand on achète ce que vous voulez. Il y a une empreinte écologique et qui devrait être mesurée. Bon, ça, on pourrait le comprendre. Mais on rentre là en le mesurant, en le mettant dans la comptabilité. Il peut avoir aussi, les objectifs, c'est comme la compensation carbone, c'est comme plein de choses. Il peut avoir aussi des conséquences un peu négatives. Mais le document du SEEA... Alors, on va montrer le livre, on va le montrer, on va le voir apparaître ici. Parce qu'elle ne fait que, en disant ça, elle ne fait que de reprendre, en fait, ce qui était décidé. Voilà, donc ça, c'est le système de comptabilité économique et environnementale. Il était donc écrit en 2012. Et la deuxième version est écrite en 2021. J'ai lu celui de 2012, j'ai bien attaqué aussi celui de 2021. C'est un document qui fait 400 pages. Il est difficile à lire. Proposé par qui ça? C'est par Alors ça, c'est l'ONU, l'Europe, le FMI, le FAO aussi, et puis voilà, le FMI aussi dedans. Donc c'est pour ça que Christine Lagarde en parle aussi. Grandes institutions, toutes les plus grandes institutions internationales. Oui. Donc c'est quelque chose au niveau mondial. C'est pas que la France qui devrait appliquer ce système-là. C'est au niveau européen et l'Europe oblige la France et tous les autres pays d'aller dans ce sens de cette comptabilité. Ces 400 pages que vous êtes peut-être un des rares. Donc en fait, on va comptabiliser tout, quoi. Mais c'est-à-dire
à un point qu'on arrivera aussi. Donc, tous les biens, hein, en fait, la nature, elle peut se comptabiliser par du bois. Un exemple, je vais prendre le bois, il a une valeur, on achète du bois. Mais il y a aussi des valeurs écosystémiques. Le bois aussi, les forêts peuvent aussi contribuer à faire de l'oxygène, oui, la photosynthèse, contribuer à filtrer l'eau, contribuer à éviter que des avalanches se fassent, etc. Ce phénomène va être chiffré et quantifié. Oui. Et on a déjà mesuré, j'ai pris des exemples, jusqu'à 170 000 € par hectare et par an pour une forêt. D'accord. On a chiffré le travail des abeilles. C'est 2, et quelques milliards pour la France. Le travail des abeilles. On a chiffré mais aussi la contemplation. Non. Oui. C'est-à-dire chiffrer la beauté, vous voulez dire C'est-à-dire possible, qu'ils ont déjà l'État, et ça s'appelle l'EFES, Évaluation française des services écosystémiques, qui est une partie du ministère de l'Environnement, où cet EFES a déterminé donc le coût des abeilles, mais aussi déterminé ce que les gens mettraient pour aller marcher dans les bois. Et donc, 2 études en tout cas le disent, que ce serait entre 8 et 10 milliards par an que les gens mettraient pour aller marcher dans les bois. Surtout pour moi, petite c'est parenthèse, inconcevable. C'est de la folie furieuse que vous nous révélez là. Oui, mais j'ai les éléments, j'ai les textes, vous avez entendu, j'ai les vidéos. J'ai des heures de vidéos, on ne peut pas tout passer ici. Je veux qu'on s'arrête parce que ce que vous dites est gravissime. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on voit déjà, petits signaux après petits signaux, on voit déjà des articles qui sortent qui nous disent des experts nous expliquent qu'ils ont fait des études et que il est bon de marcher en forêt, cela peut nous soigner contre ci, ça. Ce qui paraissait évident avant. Mais c'est pareil, il a fallu une étude certifiée de je ne sais pas trop qui pour nous expliquer qu'il est bon de marcher en forêt. Et bientôt, on va nous le faire payer, ou en tout cas, on va nous faire sentir le coût de cette marche en forêt. Oui, ça commence. Oui. En fait, c'est comme le parc de Yellowstone. Et comme dans nombreux parcs dans le monde, donc, si on veut dans les parcs nationaux, réserves, fermés, oui. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde, ces parcs nationaux, pour y rentrer, pour aller voir, pour aller s'y balader, il faut payer. Oui, c'est vrai quand on en France, on a des parcs nationaux qui sont gratuits. Mais si vous regardez bien, on a un modèle assez atypique qui était justement encore en conciliation avec, c'était les parcs naturels régionaux, qui eux restaient encore assez il y a les parcs régionaux et les parcs nationaux. Les parcs régionaux, l'activité humaine est autorisée, il n'y a pas d'interdiction. Voilà, il n'y a pas d'interdiction, il y a du conseil. Les parcs régionaux donnent plutôt des conseils. Les parcs nationaux, qu'il y en a beaucoup moins en France, ça représente moins d'1%. On arrive, les protections fortes en France en ce moment, c'est 1,5% avec les parcs nationaux. Là, il y a des interdictions. Il y a plein d'interdictions. On ne peut pas ramasser une fleur. Les clôtures doivent être... moi, je connais des amis, ils ont des clôtures électriques, ils ont été obligés de les enlever. L'élevage est autorisé, mais fortement limité. Et même ces parcs nationaux, pleine nature, ces parcs nationaux sont pour l'instant gratuits. Mais on peut voir, dans d'autres pays, c'est payant. On peut voir aussi, dans les financements des parcs nationaux, c'est écrit, il y a un document... je ne sais plus combien de pages, où c'est le financement des parcs nationaux, vous pouvez le retrouver. Dedans, on marque bien aussi faire payer les entrées. C'est dans les tuyaux. Mais qu'est-ce qui se passe aussi en ce moment? On parle de surfréquentation, et c'est vrai. On est en train de mettre des systèmes de réservation en ligne, qui est pour l'instant gratuit. Mais on va sur des parkings maintenant qui sont payants. On oblige de garer les gens dans des parkings payants. Le parc lui-même est encore gratuit. Mais les parkings sont devenus payants dans les Pyrénées, dans les Alpes, en Corse. Il y a des parcs maintenant. L'espace et la nature sont devenus payants. Voilà. On va aller de plus en plus dans ce système. Mais ce qui est pire dans ce que vous avez raconté, c'est que c'est non seulement un espace clôturé qui devient payant, mais c'est le bénéfice de la nature qui fait son travail toute seule, qui n'avait pas besoin de nous pour le faire, qui désormais va nous être rendu payant. Voilà. Pour arriver aussi à ces parcs nationaux, il faut aussi qu'il n'y ait plus trop de paysans dedans. Donc il faut dégager les paysans. Il faut dégager les paysans. Comme on a dégagé les Africains. Comme on a dégagé les Africains, comme on a dégagé aussi les autochtones dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. On les a dégagés. Il n'y a plus d'éleveurs, il n'y a plus d'autochtones dans ce parc national au Yellowstone. On paye. Alors que, encore une fois, on se dit, préserver la nature, pourquoi pas faire un parc qui est en harmonie avec la nature. Mais dégager des personnes qui sont des autochtones, qui respectent cette nature, on a du mal à comprendre. Vous allez bien comprendre. En fait, j'ai fait ce film-là en 2019 où j'explique comment on peut gagner de l'argent avec
du réensauvagement. Comment gagner de l'argent avec des espaces... Et là, c'est intéressant parce que c'est là où on comprend, Bruno Lecomte, pourquoi. Parce que moi, jusqu'à maintenant, on a entendu Christine Lagarde nous promettre cet objectif louable de nous allons pour défendre, finalement, son argument, c'est pour défendre la biodiversité, on va compenser d'une certaine façon, on va demander aux entreprises de payer, donc on va chiffrer les bienfaits de la nature, et par un système de compensation de l'entreprise, elle devra payer une taxe ou je ne sais trop quoi pour chiffrer son attaque à la nature. Sauf que ça va plus loin que ça, finalement, c'est ce que vous dites, puisqu'elle va tous nous toucher et on va bientôt en fait devoir payer pour l'oxygène, le bon oxygène qui nous entoure. Oui. Bientôt une taxe à l'air que nous respirons. Oui. Tout est évalué. La forêt produit de l'oxygène. Donc, on est en train d'évaluer ce que vaut la forêt. Oui. On ne va pas payer l'oxygène comme ça, mais on va le payer par des systèmes de notre produit final va coûter plus cher. Comment ça va fonctionner ? Il y a plusieurs choses quand même. Enfin, il y a le schéma là qui est devant nous, on va le décrypter. Donc, comment gagner de l'argent avec du réensauvagement ? Ça, c'est un truc que j'aurais jamais pensé avant, qu'on pouvait gagner de l'argent avec un espace sauvage. Mais là, en fait, ça, c'est qu'une image. Mais c'est un film, en fait, qui dure 10 minutes et qui vous explique tout ça. Moi, je vais vous le faire oralement, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il date de 2019. Donc, on a la compensation carbone. Si on voit bien, on n'interdit pas les gens de prendre l'avion, on n'interdit pas les gens de polluer au niveau carbone. Par contre, ils doivent payer une compensation carbone. Et c'est comme vous, si vous prenez l'avion, on va vous proposer de payer quelque chose pour compenser. On va payer aussi une compensation écologique, un supermarché qui s'agrandit, une autoroute qui se crée. Eh ben, on ne va pas l'interdire, mais on va lui demander de faire d'une compensation. Mais il dit, mais ma compensation, où je peux la faire ? Eh ben, tu payes, et puis nous, on s'occupe du reste. Et donc, on crée un espace sauvage qui va être financé par cette compensation. Oui. On peut donc, ça, les deux, compensation carbone, compensation écologique, ça a un impact comme aussi en Afrique, là, en tout cas pour le carbone ou d'autres pays. Voilà, ce qu'on remarque, et ce que dit très bien aussi une journaliste qui a fait le film Nature, le nouvel Eldorado de la finance, qui a très bien décrit ce qui se passait en Afrique. Des gens sont... il y a les images qui vont avec et tout. Ils sont sortis justement pour faire cette compensation. On va le voir, oui, tout à fait. On a remarqué que la biodiversité diminuait et que la pollution continuait d'augmenter parce qu'on n'interdisait pas la pollution, ils payaient et voilà, donc tout se passait bien. Oui. Il y a les paiements des services écosystémiques, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la forêt qui est réensauvagée, on peut la faire rémunérer par justement soit par le bois, soit par la régulation du climat, comme c'est marqué, vous avez l'exemple jusqu'à 170 000 € par hectare et par an, il y a des études qui le font. Il y a les paiements des services patrimoniaux, donc voilà, jusqu'à 10 milliards de rentrées d'argent qui peut être fait par an par les gens qui payent simplement l'accès à ça. Il y a la titrisation de la nature. Alors, vous entendrez, si vous écoutez le film, quelqu'un qui a le projet de mettre cette nature à la bourse. C'était fait en 2019. Oui. C'était fait par quelqu'un... Ça a déjà été fait ? C'est quelqu'un... même qui fait partie du gouvernement, du ministère en tout cas, que je l'ai pris en micro caché, qu'on va dire, et qu'il avouait qu'il allait mettre la nature à la bourse. Ça paraissait un projet, mais on ne savait pas si ça allait être fait ou pas. Et c'est écrit aussi dans le financement des parcs nationaux. Cette nature... Vous avez le nom de cette personne qui veut mettre... je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire ? D'accord. Il est responsable d'un parc national nouvellement créé. Voilà. D'accord. On va regarder. Et qui était proche du gouvernement, donc. Ouais. D'accord. Et il veut mettre la nature en bourse, c'est intéressant. Ça. Ouais. Oui. Mais c'est pas lui, il voulait. Mais maintenant, quand j'étais au congrès mondial de l'UCN à Marseille, dont j'ai payé ma plage vraiment cher pour avoir justement les conférences de gens qui n'étaient pas accès pour tout le monde en fait. Donc j'ai écouté et filmé des conférences. Je vous ai donné donc les interviews. J'ai filmé des conférences de traders de la nature, des gens qui mettent la nature en bourse et qui se félicitent de gagner plein d'argent avec la nature et qui veut continuer à mettre encore plus de pognon pour en récupérer encore plus. C'est pas pour en mettre.
c'est surtout pour en gagner. Bien sûr. C'est des actionnaires qui veulent gagner de l'argent. Et je lui ai posé la question, quand il faisait sa conférence, vous allez gagner l'argent comment ? Est-ce que c'est par les services écosystémiques ? Il m'a dit oui, c'est par les services écosystémiques. C'est-à-dire par ce système de compensation que vous nous expliquez là. Oui. En fait, les services écosystémiques, c'est un gros gâteau que tout le monde veut avoir la part. Mais c'est en priorité ceux qui vont mettre le poignon. Qu'est-ce que c'est que le service écosystémique pour nous, simples personnes ? Un exemple. Oui. Un exemple, voilà. Les haies qu'on veut redemander aux paysans de replanter. Mais ça, c'est pas plus mal. C'est très bien. C'est cohérent. Enfin, mais d'ailleurs, à l'époque, les pauvres paysans, on leur a imposé. Ça coûte cher. De tout détruire et de tout planifier. Les paysans de plaine, plutôt, parce que nous, en montagne, on a gardé les haies, on peut pas, ça sert à rien. Voilà. Oui. En plaine, on leur a demandé, on les a même forcés à enlever les haies. Ils ont eu des subventions pour enlever ces haies. Et puis, on s'est rendu compte que c'était quand même pas très bien. Donc maintenant, on remet des haies. Ils sont subventionnés, les éleveurs, plutôt les céréaliers, à remettre des haies. Et ça coûte assez cher. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça coûte. Et il va y avoir aussi de mettre des services écosystémiques qui vont être rendus parce qu'on a mis des haies, donc il peut y avoir des oiseaux, des insectes, etc. La faune et la flore qui jouent un rôle important pour la biodiversité. Pour info, ils vont mettre les haies, que ça soit facile à travailler. Oui. Et ils seront rémunérés quand même si ça ne va pas changer leur habitude de travail. Deuxième info, les paysans comme nous en montagne, excusez-moi, on n'a pas été payés pour les enlever. On ne sera donc pas payé pour en remettre, mais on ne sera aussi pas payé parce que les haies sont toujours là, même si c'est un bonus pour la nature, on n'est pas payé pour cela. Surtout vous avez des vraies haies, c'est-à-dire... J'ai demandé à des gens du ministère si nous on sera payé parce qu'on a toujours bien fait les choses. Il m'a dit non, on va donner de l'argent à ceux qui ne faisaient pas bien et qui vont faire mieux. Celui qui a toujours fait bien ne sera pas rémunéré. Celui qui a toujours fait bien, selon le bon sens, on va dire, paysan, justement, celui-là n'est sûrement pas félicité. Il faut être dans le vent du gouvernement. Voilà. Mais en tout cas, vous comprenez que ça va coûter de mettre ces haies. Un investisseur peut être là pour financer cela, les traders de la nature, mais ils vont gagner de l'argent. Et comment ils gagnent de l'argent alors ? Par les services rendus, qui va être évalué. Donc le service rendu de remettre des oiseaux, on va évaluer tout ça. D'accord, ça va être évalué. Et qui paye alors ? Je vous dis d'une forme générale. Après, là, il va y avoir des subventions de l'État, mais l'État va dire, on a mis tant d'argent pour la biodiversité. Ce sera une taxe ou un impôt qui va nous être prélevé à nous tous. À la fin, ça sera ça, quoi. Et ceux qui participeront, en fait, pour le simplifier, toutes les entreprises, entreprises ou personnalités dans la finance qui gagnent de l'argent via la nature, finalement vont la gagner en gagnant notamment ces bonus, on va appeler ça comme ça, ces bonus au vert ou à la biodiversité. Il y a du plus et du moins. Voilà. Et ceux qui ont des bonus vont gagner l'argent, et cet argent viendra donc de ceux qui ont mis la main au pot commun, c'est-à-dire nous, les citoyens, et qui auront payé des taxes pour respirer. Voilà. L'air voilà. Mais ça va. Les produits vont augmenter à la fin d'une manière ou d'une autre. Mais le paysan lui-même, il croit qu'il va gagner beaucoup d'argent avec ses haies. Oui. Mais en fait, il ne gagnera pas grand-chose par rapport à celui qui fera ses évaluations et qui va empêcher beaucoup plus. Les traders de la nature gagnent sur les services écosystémiques. Les paysans croient qu'ils vont gagner de l'argent avec ça, mais non, la part du marché essentiel, ça va être les traders. Bien sûr, comme toujours. On le revoit un petit peu là. On peut gagner de l'argent aussi comment ? S'il y a dans ces zones d'élevage qu'on est en train de sacrifier, s'il n'y a plus d'éleveurs, il n'y aura plus de PAC. Ça sera des économies de PAC, de subventions. Et si les villages se meurent, tous ces villages-là aussi, ça coûte. Donc, dans les petits villages, souvent, on ne fait pas grand-chose pour les aider. S'ils se meurent, ça fera moins de routes à entretenir, etc. Donc, vous voyez, tout ça, là, tous les cadres jaunes sont les moyens de financer ce réensauvagement, ou c'est les ressources de revenus grâce à ça. Et donc, vous avez compris que l'ours et les loups, pour moi, sont des outils, n'ont pas été faits pour arriver à ça, mais ça contribue à faire ce réensauvagement. C'est un outil qui va aider à faire ces surfaces de réensauvagement. Et ce réensauvagement est un objectif financier, voilà, pour finir le schéma. Oui, et c'est même expliqué si vous écoutez le film, mais en tout cas, vous entendrez là quelqu'un du gouvernement qui dit clairement, nous voulons faire des parcs de Yellowstone à la française,
parce que pour lui, il dit qu'il y a des choses bien. Mais voilà, l'idée, c'est de faire des parcs de Yellowstone à la française. Des endroits où on exclut les habitants, on exclut les paysans, et ensuite, ces zones-là vont être financées par tout ce que je viens de vous dire, mais après, les gens vont aller payer pour aller marcher dans ces zones-là, comme le parc de Yellowstone. D'accord. Et évidemment, tout ça, on va l'entendre en direct. On parlait de ce schéma de l'abeille, vous allez le voir apparaître en direct. Prenons une abeille domestique, insecte pollinisateur, qui participe de manière importante dans le service de pollinisation qui bénéficie aux humains. Ce service a été évalué par l'EFES à 2,8 milliards. L'apiculteur qui s'occupe de ces abeilles va en récolter le miel. Cette matière première va être achetée par une filière qui peut être une usine et un distributeur. Ensuite, le consommateur va acheter le pot de miel. L'argent va être récolté par le distributeur et la filière pour ensuite, en partie, revenir à l'apiculteur. Le prix du pot de miel va être constitué de la part qui va revenir à l'apiculteur, mais aussi des divers intervenants de la filière, ainsi qu'une part pour la TVA. Avec la comptabilité environnementale, l'État fait office de biobanque, par ses lois de préservation, d'encouragement ou d'interdiction, et par ses orientations environnementales, l'État se porte garant du maintien de la biodiversité. Par la comptabilité environnementale que veut intégrer le gouvernement, l'État va donc démontrer l'utilisation de la nature par le biais des services écosystémiques évalués financièrement par l'EFES, les flèches en vert. Ce prélèvement des services environnementaux sera intégré dans toutes les comptabilités des acteurs de la filière. Ces nouveaux coûts, représentés en rouge, vont donc être répercutés sur le pot de miel avec bien sûr une augmentation de prix qui sera dit taxe PSE, paiement pour les services écosystémiques. Donc voilà, on a ce schéma. Donc un exemple, pour les abeilles, on a calculé que ça coûtait à peu près 2 et quelques milliards par an, le travail des abeilles. Mais il était calculé que si il n'y avait pas les abeilles, il fallait mettre des machines ou des personnes qui allaient coûter une fortune pour faire le travail des abeilles. Voilà l'évaluation. On marche dans un monde de malades. Qui était un peu faite, quoi. Donc la normale des choses, c'est que normalement les abeilles travaillent pour l'apiculteur, mais l'apiculteur a quand même du travail à s'occuper aussi des abeilles. Il y a du travail derrière. Les abeilles toutes seules, sauf les sauvages, ça sortirait pas comme ça non plus. Donc il en récupère le miel. Ça va être transformé, ça va être vendu, et quand vous achetez un pot de miel, vous achetez le pot de miel et que le pot de miel. Avec ce système de service écosystémique, il va falloir payer les 2,3 et quelques milliards. Donc, alors, comment on les paye ? Donc, l'apiculteur, lui... Il fait toujours le même travail. Il fera toujours le même travail, mais comme il s'occupe des abeilles, qui jouent un rôle important pour les fruits, tout ça, pour la pollinisation, etc., il contribue à la biodiversité, à l'entretien de la biodiversité. Donc, il sera l'apiculteur en partie rémunéré parce qu'il s'occupe des abeilles. Mais il y aura un impact aussi. Ces 2,3 et quelques milliards, il va falloir aussi les financer. On va tourner plutôt comme ça. Ces 2,3 et quelques milliards, il va falloir les financer par le consommateur final. Et bien sûr. Et c'est pour ça que là, si vous voyez le schéma, c'est marqué en rouge, c'est le paiement des services écosystémiques qui va arriver aux 2,3 et quelques milliards. Vous allez payer la TVA plus cette taxe-là. Et cette taxe-là va financer donc le travail de l'apiculteur. Donc l'apiculteur, lui... il va toucher qu'une petite partie. Oui, c'est ça, il va recevoir un petit bénéfice quand même. Mais c'est surtout aussi l'État qui a organisé tout ça, ou les organisations environnementales, ou tous ceux qui ont acheté, les traders, etc. C'est eux qui vont empocher en fait une grosse petite partie de cette somme-là. Il va avoir des taxes énormes, où l'éleveur ou l'apiculteur, va récupérer qu'une petite somme. Ça sera surtout les intermédiaires qui vont récupérer ce on imagine système. bien, comme toujours avec ces systèmes, notamment avec les éleveurs et tout ça, on leur fait croire, on leur balance une subvention, mais en même temps on leur reprend autre part autre chose. Voilà. Donc souvent, c'est pas l'éleveur qui va gagner dans cette histoire, c'est pas l'apiculteur non plus. Donc, et on voit que nous, donc consommateurs, comme on disait tout à l'heure, on va payer plus de taxes, etc. Finalement là, on paye soit au prix d'achat du produit, soit avec autre forme de taxe ou imposition, on verra. Ça, c'est la surprise du chef. Mais en tout cas, nous, on paye plus. Et puis, c'est évidemment toujours les mêmes qui vont bénéficier du gros gâteau. Voilà. Pour l'instant, ce système-là, il n'est pas mis en place. Il y a simplement une note environnementale. Donc, cette note environnementale... ce système est déjà réfléchi par notre gouvernement. Oui. Et ils n'ont pas mis de taxe avec des euros. Pour l'instant, c'est qu'une note environnementale.
Mais après, pour améliorer, par votre gouvernement, indirectement, simplement par la note, pour améliorer cette note, les entreprises vont faire des choses en plus qui peuvent être bien, mais qu'à la fin, on va le payer. On va payer tout plus cher. Si on veut tout faire bien, si on veut compenser, si on veut utiliser une nature propre, si on veut tout compenser, les prix... propres dans leur schéma à eux. Oui. Les prix, mais ça va monter, ça ne va pas arrêter d'augmenter. Donc nous, on ne pourra pas payer cette nature en plus. Là. Ça serait difficile. Donc si on résume, parce que finalement le temps passe, si on résume notre histoire, au nom de la préservation de la nature du gouvernement, Bon, il y a quand même des choses quand même là qui peut être bien, mais je vous le dis quand même, mais malheureusement on y va. Enfin, cette financiarisation, on y va. Je vous ai envoyé des documents des normes européennes, les décrets, les entreprises qui ont plus de 500 employés, ils doivent faire évaluer les impacts qu'ils ont sur la nature. Ça va descendre à 50 employés. Ils doivent mesurer tout ça. On est en train de rentrer dans ce système. On y va, les lois l'obligent. Vous avez vu aussi, je vous ai envoyé le décret de la France là, qui veut cette comptabilité. Vous l'avez vu, on le mettra peut-être en lien, peut-être. Donc on y va, ça c'est un fait. Voilà, il faut le savoir. Voilà. C'est vrai que les gens n'y pensent pas, on n'y voit pas grand-chose. Il peut avoir, je le dis bien, des choses qui peuvent être positives pour la nature. Le problème, tout marche sur la compensation. C'est qu'on va faire des espaces... Et donc la financiarisation. Si on commence à évaluer la nature, c'est aussi pour savoir combien qu'on doit pouvoir compenser en fait. Les euros, c'est la manière de compenser. Rien que ça, il y a un problème. On ne chiffre pas une contemplation. On ne chiffre pas la beauté. Il y a des choses qui ne devraient pas être quantifiables. Déjà, aujourd'hui, nous souffrons de cette quantification de tout. De tout faire rentrer dans des tableaux Excel, mais tout ne rentre pas dans des tableaux Excel, et encore moins l'âme humaine, ni la sensation, ni la nature, etc. Et donc on voit bien qu'on est déjà dans un schéma, on ne peut pas dire que ce soit positif en soi, rien que ça, c'est pas naturel. Oui, alors là on a le document justement gouvernemental qui veut cette compensation. Il y a eu un document aussi il y a pas longtemps, il y a 2 ans maintenant, je crois, le Sénat qui a fait une publication, une recherche, en fait, une étude sur comment financer l'ONF, qui est déficitaire ou qui a peu de revenus. Et c'est un document qui fait 60 pages. Donc, ils disent qu'ils gagnent que 100 et quelques euros par hectare et par an. Et ça va pas, ça suffit pas. Dedans, vous verrez, il y a plusieurs endroits dans ce document de 60 pages. Ils veulent trouver des moyens pour que l'ONF soit... bénéficiaires, en tout cas avec moins de pertes, et vous verrez, ils augmentent jusqu'à 900 euros par hectare et par an, en y mettant quoi? Les services écosystémiques, en y mettant quoi? Les balades récréatives payantes. Le moyen pour financer l'ONF, vous le verrez par vous-même, le document de 60 pages peut tout vous donner. Donc l'ONF, l'Office national des forêts. Et donc le Sénat y réfléchit aussi. Donc on est quand même bien parti pour ça, quoi. Oui, donc là, tout ce qui était jusqu'à maintenant gratuit, naturel, dans le premier sens du terme, va devenir payant et taxable, etc. Voilà où on va. Alors comment on fait aujourd'hui, à votre avis? Vous connaissez des gens qui s'y opposent, à part vous, qui tentent de limiter, d'arrêter ce phénomène-là qui nous pend au nez? Il y a les COP mondiales, là, mais maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la planification écologique. Non, mais ça ne me rassure pas non plus. C'est sorti il n'y a pas longtemps, tout le monde applaudit, et c'est sorti il y a 1 mois, 2 mois maintenant, la planification écologique. Donc le ministère de l'Environnement, Christophe Béchu, est en train de passer dans toutes les régions. Donc c'est depuis 1 mois qu'il commence. Et j'ai été à celle de Lyon pour région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors il y a un buffet derrière, hein. Ça compte. Chaque fois qu'il y a un buffet maintenant, je m'inquiète. Et donc, il y a sorti dans cette planification-là l'objectif de protection forte, qui est actuellement de 3% pour la région Rhône-Alpes et 1% chez moi, la région Grand Est. Ils veulent passer de 1 à 8% région Grand Est, et ils veulent passer de 3 à 11% région Rhône-Alpes. 11% de la région Rhône-Alpes serait en protection forte, en zone de réensauvagement. Et c'est écrit tout petit, hein, bien sûr, dans la présentation faite par le grand public avec des maires, des présidents de région, etc. Et à la fin de la présentation, tout le monde applaudit. Mais personne n'a remarqué que dans ce qu'ils applaudissaient, il y allait avoir 11% de la région qui va passer en protection forte.
Alors j'essaie de rencontrer des gens pour qu'ils se rendent compte un petit peu de ça. J'ai vu un député là, région Ardennes, qui n'avait pas pris conscience de ça. Et il milite là contre une forêt primaire en Ardennes. Et il ne savait pas où le lien qu'il y avait avec les protections fortes des 10% qui sont devenues obligatoires. En fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris ces 10%, l'impact que ça allait avoir, oui, parce que et le financement qui est derrière. Vous me dites retour à la protection forte ou forêt primaire, je salue, moi, quand on entend ça comme ça. On se dit, c'est génial, un retour à la forêt primaire. On est en train de faire n'importe quoi. Oui, mais il y a des gens qui sont derrière aussi. Et qui vivent. Moi, chez moi, vous pouvez mettre les photos. Hein. Vous les avez, les photos là? Oui, on va les mettre. Et vous verrez, maintenant, c'est interdit. On ne peut plus sortir des sentiers. On ne peut plus en ramasser tous des myrtilles. Bientôt, on ne pourra plus ramasser des myrtilles parce qu'on doit rester dans les sentiers. On est en train de voir pour la route des Crêtes la réguler, mettre des parkings payants. Et si on regarde le CPIR là, qui était fait par rapport à une loi de Montagne 85 pour le maintien de l'agriculture, ils utilisent maintenant ce système de CPIR pour réfléchir à ce que la route des Crêtes n'ait plus de véhicules, non pas électriques, mais n'ait plus de véhicules individuels. Il y a toute une économie sur la route des Crêtes. Il y a des fermiers aubergistes qui participent à la biodiversité. Si vous retrouvez autant de jonquilles, autant de plantes diverses et variées, la gentiane, etc., sur le massif des Crêtes, l'arnica, tout ça, c'est parce qu'il y a des paysans, c'est parce qu'il y a de l'élevage. Si vous coupez l'accès... La nature a besoin de cette humanité-là, finalement. Voilà, si vous coupez l'accès des routes, comme est en train de prévoir de se faire, là, si vous coupez l'accès des routes, ces fermiers aubergistes, qui sont éleveurs, mais qui sont aubergistes aussi, s'ils n'ont plus de rentrée d'argent par leur activité auberge, leur ferme n'est plus viable. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant en fait. Je pense à comprendre, pour ceux qui nous écoutent, que finalement on est dans un schéma où d'abord on passe d'un extrême à l'autre. La destruction totale de la nature pour des raisons financières, etc. Aujourd'hui, on va détruire les seuls qui respectaient. Et votre exemple de celui qui n'a jamais enlevé ses haies et qui n'est finalement et qui aujourd'hui n'est félicité pour rien, alors qu'en fait il a toujours gardé le bon modèle, le modèle qui est redevenu le modèle. Et finalement, vous êtes oublié parce que vous êtes resté trop longtemps dans le bon. Et donc on ne vous subventionnera pas pour ça. C'est un exemple extrêmement parlant. C'est-à-dire que aujourd'hui, ceux qui sont le plus en cohérence avec la nature dont on parle tous aujourd'hui et dont parle le gouvernement, dont parle l'ONU, eh bien, en fait, ceux qui sont le plus en cohérence, c'est-à-dire vos modèles à vous, sont les premiers punis. C'est vous, les autochtones, les personnes qui respectent la nature et qui veulent se promener, mais tout à fait en respect avec cette nature. Alors que finalement, on voit bien que ce ne sont évidemment pas les traders ni les multinationales intéressées dont on parlait tout à l'heure qui vont respecter cette nature. Mais c'est elles qui vont faire détruire vos modes de vie à vous. Les gens qui vont nous diriger ou qui nous dirigent actuellement ou qui nous gèrent depuis Paris, on ne leur interdit pas de prendre l'avion. Par contre, ils vont nous interdire, nous, notre activité qui embellit la nature, ils nous interdisent notre activité, quoi. On est en train de perdre des produits de qualité, on est en train de perdre des paysages où tout le monde vient pour nos paysages, pour notre beauté de nature qu'on entretient. C'est triste et je me bats là-dessus, en fait. Pour avoir un schéma un petit peut-être plus parlant pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu l'histoire de Venise. On nous dit Venise était une ville vivante, elle est devenue une ville musée. Finalement, ça va être un peu la même chose pour vous. C'est-à-dire que avant, vous étiez une nature qui vivait, et maintenant, ça va devenir une nature musée. Oui. Il restera peut-être quelques paysans. On va aller voir comme si c'était des autochtones, mais ça sera truqué. On paiera pour la visite des paysans qui seront des faux paysans qui pourront plus vivre de leur travail. Oui. Ah oui, bon, je pense que les gens comprennent vers quoi on se dirige et pourquoi vous tirez la sonnette d'alarme. En tout cas, Bruno Lecomte, bravo en tout cas pour tout ce que vous faites depuis le début. Continuez de vous battre, on est derrière vous, nous aussi. Vous voyez, c'est pas dans la Beauce qu'on va faire des protections fortes. Ça va être, comme vous voyez, toutes les régions à faible potentiel agricole. Voilà, les Vosges, une partie des Alpes, les Pyrénées ou les zones humides, voilà, et on est en train de faire une croix dessus, quoi. C'est vrai que quand on est à Paris, on se dit c'est bien, mais il y a des gens qui vivent là, il y a des gens qui font, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je me répète, des produits de qualité qui entretiennent une biodiversité qu'on est en train de sacrifier pour que d'autres puissent polluer.
Oui, bah c'est vraiment le résumé et c'est pourquoi il était très important de vous entendre, Bruno Lecomte. Merci encore. Je rappelle que vous êtes éleveur de chèvres à la chèvrerie du Brabant. On peut venir, en attendant pour le moment, sans payer de ticket de visite de musée, venir vous voir. Mais de votre visite. Voilà. Chez moi, c'est 2,50 € la visite. Là, c'est pour une rencontre vivante. Mais les 2,50 € permettent de vous faire déguster 7-8 sortes de fromages. On vous offre les gobelets de maïs et vous avez une visite. Voilà. Si on vous fait déguster des fromages, il y a quand même du travail pour faire du fromage. Donc les 2,50 € permettent ces 3 choses-là. C'est la moindre des choses, évidemment. Et vos fromages sont très très bons. Je parle en connaissance de cause. Vous êtes également représentant du collectif L113 et représentant de la carte prédation européenne dont on parlait tout à l'heure. Donc de cette prédation notamment du loup et de l'ours. Merci encore Bruno Lecomte. Et on continue de suivre ce projet terrible de financiarisation de la nature. Vous allez voir, ça va toujours plus loin en fait. Il y a cette nature, cette biodiversité, mais ça va dépasser ça et on en parlera dans d'autres sujets. Merci.